Toi aussi, tu rêves de lancer une grande campagne de jeux de rôle de 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans, mais tu ne sais pas par où commencer? Est-ce qu'il faut écrire un roman de 400 pages ou improviser tout au fil de l'eau? Aujourd'hui, on démonte les idées reçues et je te montre comment créer une campagne solide qui fait vibrer tes joueurs sans te faire crouler sous la préparation. Salut, moi c'est Chablabla, passionnée de JDR et créatrice d'Apocalypse. Si toi aussi tu veux progresser dans ta pratique du jeu de rôle, reste pour la suite. Et bienvenue dans En Rôle Libre. Alors, avant de commencer ce fabuleux voyage ensemble, je souhaiterais préciser 2 petites choses. Tout d'abord, ce que je vais vous partager, c'est ma méthode. Elle n'a rien d'universel, chaque MJ a ses propres techniques et j'ai moi-même pioché des idées à gauche et à droite pour finir par construire ma propre boîte à outils. Donc si ça vous inspire, tant mieux, et sinon, n'hésitez pas à laisser de côté ce qui ne vous convient pas. Avec le temps, en tout cas, je me suis rendu compte qu'il y a des automatismes qui revenaient à chaque fois lorsque je créais ce genre de campagne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes stratégies générales, des grands axes que je mets en place pour lancer et développer une campagne au long cours, agrémentée d'exemples, notamment avec celle que je suis en train de mener, où on en est à presque 1 an maintenant, les piliers de l'éther. Alors, seconde précision, quand je dis campagne au long cours, c'est parce que là, je parle de la façon dont je construis des campagnes qui vont durer au minimum 1 an, ou en tout cas proche de 1 an. Parce que une campagne courte ou pour un OS, la méthodologie que j'applique n'est pas du tout la même, la structure n'est pas du tout la même et le timing n'est pas du tout le même non plus. Mais je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Étape numéro 1. L'idée de départ et la couleur. Je vous explique un petit peu ce que j'entends par là. Donc déjà, tout doit commencer avec une idée, mais une idée au sens large du terme. Ça peut aussi bien être une idée d'intrigue qu'une idée de personnage, un twist final envisagé, un détail de l'univers ou même simplement un lieu géographique. Bref, quelque chose qui vous inspire et qui vous donne envie de développer, qui vous donne envie de vous pencher dessus. Parfois, juste ça, ça peut suffire. Néanmoins, je m'applique toujours à me pencher sur la couleur de ma campagne. Et quand je parle de couleur, c'est un terme que j'utilise pour en fait y englober plusieurs choses, mais parce que c'est assez large pour moi, ça peut être une atmosphère, une vibes qu'aura cette campagne ou un thème tout simplement. Je vais essayer de vous illustrer tout ça par un petit peu l'exemple des piliers de l'éther, comment un petit peu je me suis lancée sur cette campagne, comment je l'ai structurée. En fait, ma première idée, ça a été lorsque j'ai lu les archives de Rochard, de Brandon Sanderson, petit bijou de fantaisie pour ceux qui aiment lire, n'hésitez pas à vous y pencher. Voilà, parenthèse refermée. Et on y parle très souvent d'un lieu qui s'appelle les plaines brisées. Et moi, cette image, elle a tout de suite été hyper vivace et c'est un truc que j'ai eu envie de travailler. Donc, je suis partie de cette idée des plaines brisées avec cette espèce de grande étendue aride qui est fendue par des énormes failles. Ça m'inspirait quelque chose, donc ça c'était mon idée de départ, j'avais envie de me pencher là-dessus. Et puis, pour ce qui était de la couleur, en fait j'avais envie d'une campagne au long cours avec quelque chose de l'ordre du Seigneur des Anneaux, dans cette idée d'épopée, de voyage des joueurs d'un point A à un point B. Voilà quelque chose de long et sinueux avec de nombreuses épreuves sur leur route. Donc voilà. Je me suis retrouvée avec une idée, les plaines brisées, que j'avais envie de développer, et une couleur. Un côté voyage, un thème un petit peu de voyage, façon Seigneur des Anneaux, une atmosphère un petit peu comme ça d'épopée. Une fois que vous avez ces 2 éléments, on va pouvoir passer à la suite. Étape numéro 2, construire le monde. Aussi appelée l'étape de la broderie. Pourquoi je l'appelle comme ça? Vous allez vite comprendre. On part de votre idée. Le concept, que ce soit d'une scène, moi c'était les plaines brisées, mais ça peut être complètement autre chose. Et à partir de cette idée, on va dérouler. Et ce que je veux dire par dérouler, c'est on va aller raccorder cette idée à une autre pour petit à petit construire le monde maille après maille. L'idée, c'est d'en ressortir une cosmogonie, quelques dieux, les peuples, leur lien à la magie, comment fonctionne le monde. Ce qui est important, en fait, pour pouvoir lancer
une campagne. Alors, l'idée, c'est pas de construire le monde intégralement, mais d'avoir une base. Après, c'est à vous de jauger où vous voulez vous arrêter dans la construction de ce monde, parce que si vous êtes un peu une fanatique du world building comme moi, on peut remonter très très loin dans la cosmogonie, par exemple, mais c'est pas du tout une obligation. Après, moi, j'adore effectivement construire des univers, des mondes, des légendes, ce qui s'est passé à l'époque, et puis à l'époque encore d'avant, et puis ce qu'il y a encore au-dessus des dieux, et puis etc., etc., la naissance de la magie, enfin, si on veut, on s'arrête jamais. Donc, à vous de doser, mais en vérité, vous n'avez pas besoin d'énormément, enfin que le monde soit complètement fixe. D'ailleurs, je le déconseille, parce que ça crée une rigidité. Et là, on est encore à un moment de la construction où il faut laisser de la fluidité, il faut laisser de la souplesse. Là, on est à broder, construire les bases de votre univers simplement. Donc, vous partez de votre idée et vous déroulez les grandes lignes. Je prends l'exemple donc des piliers de l'éther encore une fois. Donc, ces plaines brisées desquelles j'étais partie. Pourquoi le monde est comme ça fendillé? Pourquoi cet endroit dans le monde des plaines brisées, si j'imagine que donc je décide de le mettre un petit peu dans ma campagne? Qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait quelque chose de si violent que d'un seul coup plus rien ne pousse et ce monde est complètement fendillé? Eh bien, mon idée a été une guerre à ce moment-là, mais une guerre probablement divine pour que ça ait un tel impact sur le monde. Pouf, première maille, plaine brisée, guerre divine. Et là, évidemment, question suivante, maille suivante. Quels ont été les acteurs de cette guerre? Donc quels dieux? Donc qui sont ces dieux? Et je suis partie sur une guerre fratricide. Et dis donc, fratricide, c'est extrêmement dur à dire. Je recommence. Une guerre fratricide, voilà. Où j'ai décidé que 4 de ces dieux s'étaient battus avec un 5e, en fait. Et là où ils s'étaient battus, en fait, ça avait été complètement détruit. Donc c'était l'endroit des plaines brisées. Et comme ça, je remonte. Ensuite, on remonte. Eh bien, qui sont ces dieux? Du coup, après, je suis partie sur dire, tiens, et si mes peuples, en fait, c'était un dieu, un peuple. Donc, 4 peuples. Et là, on enchaîne avec encore nos petites mailles. Bon, alors, qui sont ces peuples? Quelles sont leurs traditions? C'est quoi leurs grandes caractéristiques? Leur lien à la magie, etc., etc. Et voilà. Et de fil en aiguille, eh bien, on se retrouve à créer les bases de notre univers. Je vais vous servir un autre exemple pour que vous voyez bien. Dans une autre de mes campagnes qui s'appelait Terre des Astres, qui avait duré 1 an et demi, je l'ai jouée 2 fois, elles sont d'ailleurs tournées de manière très très différente. Mon idée de base, c'était les elfes sont un peuple fabriqué. Ce n'est pas un peuple, il n'y a pas d'elfes qui naissent naturellement. Je trouvais ça intéressant, j'avais envie voilà, que ce soit mon idée de base, et ça veut pas dire que tout va tourner autour en fait, ça va être un petit peu, c'est la naissance du monde, c'est une idée que je trouve intéressante, mais des fois les campagnes, il se trouve que ça ne tourne pas du tout autour de ça. Là, je suis partie de cette idée-là. Ensuite, la question qui se pose naturellement par rapport à ces fameux elfes qui sont un peuple fabriqué, c'est par qui? Et puis, pourquoi? Par qui? J'étais partie sur une idée... d'entités plus puissantes qui étaient aujourd'hui les dirigeants de ce monde. J'ai dû définir pourquoi. Alors peut-être qu'ils sont tellement puissants qu'ils ont une aura qui fait que c'est dangereux d'être autour d'eux parce qu'ils dégagent vraiment une magie qui peut être toxique. Et donc pour être servis par les humains sans les tuer, ils leur font boire un peu de leur sang pour qu'ils puissent supporter leur aura. Et c'est comme ça que les elfes sont nés. Voilà. Et du coup après, on remonte nos petites mailles comme ça. Ces entités, mais qui sont-elles, en fait? Je vais pas forcément aller au bout, parce que je pense que vous avez compris l'idée. Mais finalement, d'ailleurs, dans cette campagne, ça a eu assez peu, pas d'importance, mais c'était la toile de fond, c'est ce qui m'a permis de construire les bases de mon univers, et après, de dérouler le reste. Mais je vais pas évidemment tout écrire en détail, et puis je vous déconseille également, donc encore une fois, de tout écrire en détail, posez vos bases, parce que après vous verrez qu'il va y avoir des étapes où les joueurs, notamment l'étape suivante, vont pouvoir faire un peu malgré tout d'émergence et vont vous aider, consciemment ou non, à affiner votre monde. D'ailleurs, on passe à la suite. Étape numéro 3, la session 0 et la création de personnages. Alors, pourquoi je la mets maintenant ? Donc je n'ai pas encore finalement mon histoire. Pour le moment, j'ai mon idée, ma couleur, et j'ai posé les bases du monde. La session 0, pendant laquelle d'ailleurs je fais la création de personnages,
me permet de présenter le lore à mes joueurs. Alors encore une fois, inutile de faire un PDF de 30 pages que personne ne lira, où ils n'auront rien retenu, ou de leur faire un monologue de 45 minutes. Ils ont besoin des bases, en fait, donnez-leur ce dont ils ont besoin pour créer leur personnage et comprendre un petit peu ce qu'ils vont jouer. Parlez-leur de cette fameuse couleur aussi, notamment, c'est le moment de l'évoquer. Donc vous allez un petit peu poser les bases du lore. Moi par exemple, pour les piliers de l'éther, j'avais donc trouvé important qu'ils aient surtout les 4 peuples. Donc je leur avais expliqué un petit peu ce qu'étaient les bases du lore de mon monde, et je leur avais donné à chacun une fiche avec les 4 peuples qui étaient liés à chacun leur dieu. Mais du coup, dans ces fiches, j'avais par exemple, pour les Brise-Rocs, j'avais mis une inspiration un peu empire romain. Du coup, c'est un empire un peu belliqueux. Qu'est-ce que c'était un petit peu leur pouvoir, le pouvoir des Brise-Rocs, etc., etc. Et j'avais fait ça, voilà, des petites fiches avec juste ces quelques petites informations sur une feuille A4. Et mes joueurs sont partis de là pour créer leur personnage. Voilà, histoire de jeter un petit peu l'ambiance et de leur laisser la liberté. Alors, faut pas hésiter non plus à leur poser quelques contraintes si besoin. Par exemple, je leur avais demandé de ne pas tous venir de peuples différents. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient 4 joueurs et j'avais 4 peuples au choix. Si ils avaient tous choisi une origine différente et un peuple différent, eh bien, ils ne me laissaient pas l'espace dont j'avais besoin à ce moment-là dans mon idée pour avoir ce côté voyage, découverte, un peu initiatique, etc. Puisque ça veut dire qu'au moins un des joueurs aurait connu l'endroit où ils étaient. Moi, je voulais qu'ils me laissent une zone de ce monde, un peuple, une culture qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc voilà, la contrainte, c'était vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais je ne veux pas que d'avoir un représentant de chaque race dans mon groupe. Et en fait, cette création de personnage, là où c'est intéressant, c'est que elle va vous apporter du grain à moudre. Et c'est pour ça que je voulais pas forcément un monde trop rigide au départ, parce que c'est l'occasion de faire un peu d'émergence avec les joueurs. Alors on n'est pas obligé, moi j'aime bien un petit peu ça, je vais vous donner tout de suite un exemple. Mon mari a voulu jouer un membre du peuple Dansvague, c'est un petit peu un peuple inspiré des Vikings, mais elfique, avec des oreilles pointues, etc. Donc ils vivent de rapines, ils vivent complètement sur l'eau, et normalement, ce peuple-là, il maîtrise l'eau. Et moi, ce que j'avais mis dans la fiche, c'est les Dansvagues, le dieu c'est Varav, le tisseur d'eau, le peuple maîtrise l'eau, la capitale est une île mouvante, ce qui fait que personne à part les Dansvagues ne sait où elle se trouve. Vraiment des choses jetées un petit peu comme ça. Et là, mon mari me dit, oui, mais alors dans le système de jeu, je voulais faire un mage et je vois qu'on maîtrise le feu. Il dit, est-ce que je pourrais maîtriser le feu, même si c'est des Dansvagues, mais est-ce qu'on peut pas dire que je maîtrise le feu à la place de l'eau ? Effectivement, mais alors du coup, faudrait trouver un petit peu pourquoi, puisque normalement, il maîtrise l'eau. Et là, elle me dit, oui, mais imagine, justement, à l'adolescence, quand j'ai dû passer un rituel pour montrer ma maîtrise de l'eau, au passage adulte, pour aller monter sur les bateaux après et partir à la guerre quand on est considéré comme, ou faire les rapines et les pillages quand on est considéré comme assez grand. Du coup, j'ai toujours été pas à ma place vraiment. Incroyable, super idée. Moi, ce rituel, je ne l'avais pas du tout écrit, il n'existait pas. Et là, mes joueurs m'apportent des choses et viennent nourrir mon univers. Et j'adore avoir la possibilité de leur laisser cette place-là. C'est pour ça qu'il faut se contenter de jeter les bases d'un univers. Si vous voulez le définir beaucoup, libre à vous, mais ne vous fermez pas non plus la porte à ces nouvelles idées qui viennent vraiment apporter quelque chose. Alors il y a cet aspect-là, mais il y a aussi tout un aspect, disons, d'idées de futurs scénarios. Parce que ce personnage de Gamor, qui est un Dansvague, mais qui maîtrise le feu, mais moi ça m'a donné des idées fabuleuses pour la suite. Je ne les ai pas encore utilisées. Je ne vais pas vous spoiler ici, parce que si un de mes joueurs arrive sur ce podcast, j'ai peur de le spoiler, ils n'en sont pas encore là. Mais évidemment que je vais utiliser ça plus tard. Donc cette session 0 et cette création de personnage, je la vois plutôt comme un échange créatif et un ajustement du lore. Ce qui nous amène à la suite, les factions. Alors, les factions, pour moi, c'est crucial dans une campagne longue. J'en prévois toujours au moins 3.
Pourquoi 3, me direz-vous? Eh bien parce que je trouve qu'avec 2, on tombe vite dans quelque chose de manichéen, dans quelque chose d'assez simpliste, très le bon contre le mal, alors c'est pas obligé, on est d'accord, mais voilà, je trouve ça un peu manichéen. Je trouve que 3, ça apporte de la profondeur et ça peut créer des intrigues beaucoup plus complexes et des interactions beaucoup plus complexes, garder un peu plus de mystère aux joueurs sur qui et quoi, quelles implications ça a, etc. Quand je dis faction, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça peut être au sens large du terme, ça peut être un organisme, ça peut être un groupuscule, ça peut être même une seule personne, mais qui a un objectif fort. Et en fait, ces factions ont chacun leurs objectifs définis. Et comment construire ça? J'aime bien que leurs objectifs ne soient pas forcément purement en opposition en fait. Ces factions ne vont pas forcément s'affronter avec le même objectif ou des objectifs contraires. Ce qui est intéressant, c'est de construire des factions qui ont chacun leurs objectifs, mais que pour atteindre l'objectif de la faction A, eh bien, elle va devoir marcher un peu sur la faction B. Je vais essayer de vous donner un exemple. On va partir des libérateurs. Les libérateurs, dans les piliers de l'éther, j'ai pas été chercher le nom très loin, j'avoue. C'est un groupuscule plus ou moins légal qui essaye de se battre pour les droits des sans-couleurs, qui sont les personnes qui n'ont pas de pouvoir dans ce monde-là, et qui sont dans certains pays traités en esclaves, et dans certains autres acceptés, mais plutôt comme des citoyens de seconde zone. Donc les libérateurs se battent pour le droit des sans-couleurs, et ont décidé qu'il fallait tuer les dieux. Parce que les pouvoirs venant des dieux, si d'un seul coup plus personne n'avait de pouvoir, eh bien les sans-couleurs seraient forcément l'égal des autres. Pour ça, ils ont besoin d'une relique qui est l'épée trouvée en fait par les joueurs, et cette épée est capable de tuer un dieu. Donc eux, ils veulent récupérer l'épée pour tuer un dieu. À côté de ça, on a la trame. La trame est un organisme secret, dirigé notamment par la reine d'un des pays, qui agit discrètement à la sécurité du monde. Ils sont persuadés que les ténèbres, en vérité, le 5e dieu, celui qui a été détruit ou emprisonné sur les plaines brisées dont on parlait tout au début, ils sont persuadés que ces ténèbres vont ne pas tarder à ressurgir et à déferler sur le monde. Donc bien sûr, leur objectif est d'empêcher ça. Mais ils le font de manière complètement secrète. Ils pensent que pour arriver à leur fin, ils ont besoin de l'épée, de la fameuse relique. Donc, eux veulent l'épée pour cette raison, qui n'est pas en opposition finalement avec les libérateurs et leur objectif. Simplement, l'épée ne peut pas être des deux côtés. Si les joueurs décident de favoriser les libérateurs, ça va poser des problèmes à la trame. Et si les joueurs décident de se lier et d'accompagner la trame, ça va poser des problèmes aux libérateurs. Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où ça pousse les joueurs à faire des choix. Il faut que chaque faction ait ses propres objectifs qui empiètent sur ceux des autres. C'est pas hyper clair. J'entends bien quand je le dis que c'est pas clair. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. L'idée est un petit peu de pousser les joueurs à choisir et donc à influencer l'histoire. Néanmoins, rester indépendant et ne pas s'affilier aux factions est aussi un choix et il faut le respecter. Je suis très surprise, mais dans ma campagne actuelle, en fait, mes joueurs n'ont pas voulu choisir de faction. Ils ne sont pas arrivés à faire assez confiance à l'une d'entre elles. Donc, ils ont décidé d'aller avancer dans la campagne sans ces factions-là. Mais les factions ont un autre rôle. Ils ont le rôle de faire vivre le monde autour des joueurs. En fait, ça permet que ces factions, selon si les joueurs interagissent avec, décident de les aider plus ou moins fort à certains moments ou se mettent en travers leur route, ça change complètement l'histoire et ça change surtout le monde autour d'eux. Le monde vit et ces factions et leurs objectifs, c'est un impact visible en fait. Reprenons donc l'exemple des piliers de l'éther, où mes joueurs sont sur un autre continent que celui duquel ils étaient partis. Il y a des crieurs de nouvelles régulièrement dans les villes qui donnent des nouvelles de ce fameux pays. Et ce qu'ils en entendent, c'est que y a eu des tensions. Et puis, à un autre moment, là, ils vont continuer à accueillir beaucoup de sans-couleurs. Et en fait, il y en a qui sont plus trop d'accord pour qu'il y ait tant de sans-couleurs parce que ça fait beaucoup. Tiens, la reine est morte. Ah, les conseillers
ont pris le pouvoir parce que la reine est un petit peu jeune, donc il la conseille, mais est-ce que ce serait pas plutôt une marionnette ? D'un seul coup, les tensions montent entre les deux parties de la ville et les deux idéologies. Les joueurs sentent que quelque chose se trame. Ils ne savent pas forcément quoi. Et ça, c'est parce que j'applique cette histoire de faction. Parce qu'en fait, les joueurs ne s'étant pas intéressés tant que ça aux factions, ont décidé de partir et de rester indépendants. Encore une fois, c'est un choix tout à fait légitime, il faut laisser faire. Eh bien, en fait, il se passe des choses parce que cette faction, elle a le champ libre. Et je leur donne des indices, mais peut-être qu'à un moment, ils vont se rendre compte, ce sera trop tard. Ce sera intéressant à ce moment-là, devoir gérer les conséquences de leurs actions, ou plutôt de leur non-action. Malgré tout, petit autre conseil pour la suite, et pour notamment vos factions, il peut arriver, encore une fois, que vos joueurs ne s'intéressent pas du tout à certaines factions. Vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à ces factions si vous voyez que les joueurs, ça ne les intéresse pas particulièrement dans l'histoire, parce que ça peut être soit l'opportunité, justement, de les garder et de développer les actions de ces factions et de voir ce que le fait qu'ils n'aient pas interagi avec, qu'ils ne soient pas du tout penchés sur la question, a comme conséquence. Mais ça peut être aussi intéressant parfois, ça peut valoir le coup de les laisser de côté pour pouvoir proposer d'autres choses. Parce que certaines factions vont un petit peu émerger presque naturellement. En fait, vos joueurs vont parfois s'intéresser à des choses que vous n'aviez pas envisagées et des factions vont pouvoir se créer comme ça. Et à ce moment-là, peut-être accentuer plutôt là-dessus. Un exemple, naturellement, mes joueurs, à un moment, se sont intéressés à une guilde de chasseurs de monstres. Alors moi, en plus, à la base, j'avais pas créé de guilde de chasseurs de monstres. Il se trouve que juste au cours d'un scénario, mes joueurs sont tombés nez à nez avec un PNJ qui leur a vaguement dit et signifié « Oui, je suis chasseur de monstres ». La chasseur de monstres, ça non plus, c'est pas facile à dire. Ça fait beaucoup de ce. Voilà. Donc, le PNJ leur a dit, voilà, je suis chasseur de monstres. Et là, mes joueurs, j'ai vu que ça les intéressait. Ah bon, mais il y a des chasseurs de monstres, il y a des guildes de chasseurs... Et hop, bon oui, il y a des guildes de chasseurs de monstres. Voilà comment ça fonctionne. Et moi, entre les sessions, j'ai peaufiné cette histoire de guilde de chasseurs de monstres, et j'ai bien vu que ça les intéressait. Je me suis dit, on va un peu travailler là-dessus. Et finalement, là, mes joueurs ont envie de rentrer dans cette guilde. Donc ça amène des nouvelles opportunités de scénario et ça amène finalement cette nouvelle faction parce que s'ils décident de rentrer dedans, peut-être que cette faction, elle a des objectifs à elle qui sont pas tout à fait ceux affichés complètement officiellement. Peut-être que ça va pouvoir même venir en opposition avec certaines des factions existantes. Voilà. Et par contre, une faction que mes joueurs n'utilisent pas du tout ou ne s'y intéressent pas et je me dis, dans l'histoire, finalement, c'est peut-être pas si intéressant de la garder et on la laisse un peu de côté. Et en fait, il faut aussi essayer de suivre les envies de vos joueurs et de capter un peu ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Voilà un petit peu ce que je peux en dire pour les factions. Donc je sais pas si c'est assez clair. Donc une faction peut être à la fois un organisme, un peuple, n'importe quel groupuscule, ou parfois même un personnage un peu puissant, mais qui peut donner une chance aux joueurs de s'allier ou de s'opposer. En fait, c'est ça les factions pour moi. Et ce faisant, de influencer les objectifs des autres factions. Et c'est comme ça qu'on noue notamment, je trouve, des intrigues politiques. Et sur des campagnes au long cours, donc encore une fois, pour résumer, je trouve ça très intéressant parce que c'est sur le long terme, grâce à ces interactions, qu'on va vraiment pouvoir voir l'impact des joueurs sur le monde. Et là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le point de départ de la campagne. Ça y est, cette fois, on y est. Vous avez posé vos bases de lore. Vous l'avez enrichi grâce à un petit peu d'émergence, notamment lors de la création de personnages et l'échange avec vos joueurs. Vous avez pu enrichir l'univers, peut-être même que ça vous a donné des pistes de scénario, bien pensez à les noter. Vous avez un petit peu finalisé tout ça grâce à la création de vos factions. Vous voilà fin prêt, c'est le moment. Et là, il faut donc trouver un moyen de lier vos personnages. Alors, peut-être que ces personnages joueurs se connaissent déjà. Ça se fait et d'ailleurs, je trouve que c'est très sympa, ça aide grandement à lancer une campagne, on gagne beaucoup de temps et en fluidité, je trouve, mais je sais aussi que de nombreux joueurs préfèrent parfois découvrir les personnages des autres en jouant et donc préfèrent que leurs personnages ne se connaissent pas. Enfin bref. En tout cas, s'ils ne se connaissent pas, ou pas tous, il va falloir un point de départ à votre campagne et donc il va falloir lier vos personnages. Pour les lier, on va utiliser un premier scénario.
Ce premier scénario, il est hyper important et il est un peu différent des autres. Il n'a pas nécessairement un lien d'ailleurs avec le fil rouge de votre campagne. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le moment, on n'a pas vraiment parlé de l'histoire de la campagne. On a cette couleur de campagne dont on a parlé plus tôt, qu'il faut garder à chaque étape en tête pour bien penser la campagne et essayer d'être raccord par rapport à cette volonté, cette envie d'atmosphère ou de thème que vous avez. Mais jusque-là, on n'a pas encore parlé scénario. On n'a pas encore parlé fil rouge, on n'a pas encore parlé histoire. Alors on a nos factions. Donc oui, on va sûrement avoir une idée. Probablement que vous avez déjà des idées de scénario que vous avez, j'espère, notées dans un coin. Est-ce que je vous conseille de faire ? Mais ce premier scénario ne doit pas nécessairement être en lien avec la campagne. Dans l'idéal, c'est bien. Mais c'est surtout un moment pour lier les personnages. Et à la différence du reste de la campagne, je trouve que ce premier scénario doit être presque railroadé. En tout cas, il doit être extrêmement cadré, dans un cadre maîtrisé. Et pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première étant, ça permet aux personnages de se lier entre eux, ça permet aux joueurs de découvrir leur propre personnage, de le prendre en main, de faire connaissance de ceux des autres, de voir un peu la dynamique de groupe. On va essayer de placer pas mal de moments de RP pour vraiment essayer de faire naître une relation entre les joueurs. Et nous, en tant que MJ, d'avoir un cadre un peu comme ça maîtrisé, ça nous laisse le temps de nous adapter aux personnages, d'être beaucoup à l'écoute et de nous nourrir un petit peu de tout ça pour le reste de la campagne. Et on va utiliser ce cadre maîtrisé pour distiller un peu de l'or sans noyer nos joueurs. Parce que nous, oui, notre monde, on le connaît, ça y est, on l'a créé, on a posé les bases, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Mais nos joueurs, à part les bases qu'on avait lancées comme ça lors de la création de personnages, ils n'ont pas grand-chose de ce monde-là. Et on peut avoir vite ce défaut, nous, MJ, de balancer un peu du lore, et ça fait beaucoup à encaisser pour le joueur. Je trouve que d'avoir un premier scénario très maîtrisé, presque railroadé, avec un cadre défini, permettent de contrôler le flux d'informations qu'on va donner à nos joueurs. Je vais vous donner mon exemple, bien sûr, avec les piliers de l'éther. Mes joueurs étaient en prison, j'avais décidé de les faire commencer comme ça. Et on fait une offre aux prisonniers, s'il y a des volontaires, pour aller récupérer un artefact dans un temple dans le désert. C'est une mission dangereuse, mais du coup, si les prisonniers décident d'y aller, dans ces cas-là, ils seront graciés. S'ils reviennent en vie, bien sûr. Voilà un peu cette première mission pour mes joueurs. Mes joueurs sont donc allés dans ce fameux temple, et là, ils ont trouvé Sombre Nuit, donc c'est l'épée tueuse de Dieu dont on a parlé un petit peu plus tôt, qui elle-même avait été forgée par la déesse Kalak, puis insufflée de vie par la déesse Neren. Donc mes joueurs ont trouvé cette épée. Et là, il se trouve qu'ils se sont retrouvés liés à cette épée et liés tous les quatre. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas hyper joyeux parce que cette épée tape très très fort, mais fait des dégâts à ses porteurs. Parce qu'elle va un petit peu chercher de la puissance en eux. Donc, premier scénario, quelque chose de très cadré, très railroadé. Ils ont traversé un bout de désert et puis se sont retrouvés dans un donjon. Donc là, il n'y a pas plus cadré, un donjon. Donc ils se sont retrouvés dans le donjon, ils se sont retrouvés liés de force par cette épée, et voilà. Mes joueurs ont eu un petit peu de lore que j'ai pu maîtriser à travers le décor, surtout qu'ils étaient dans un donjon, donc l'accès au monde et à l'univers était un peu limité. Ils ont donc pu faire connaissance, nouer des relations entre eux, et en plus, boum, ils sont coincés ensemble. Donc ça y est, j'ai mon lien. Alors attention aussi à manier avec précaution par contre ce genre de lien, parce que c'est un lien extrêmement dur, extrêmement brutal, et que faut être sûr quand même de l'entendre de ces PJ. Alors à moins d'aimer le drama, ce qui peut être tout à fait intéressant, mais moi c'est pas ce que je recherchais, c'est bien de s'assurer que comme ils sont coincés ensemble, ils puissent quand même se tolérer sans avoir envie de s'entretuer. Mais voilà pour le point de départ de ma campagne. Un cadre limité, une mission très claire avec un objectif très clair, et ça c'est le point de départ de la campagne. Ensuite, on va passer à la suite qui est le vrai début en quelque sorte de la campagne, le vrai moment où ça va décoller. Créer son vivier. Alors, c'est une étape que je mets ici, parce que c'est à ce moment-là que je prends un vrai moment pour me poser et réfléchir à toutes les accroches de scénario, à toutes les scènes envisagées, les pistes de scénario. Mais en fait, c'est un travail
créer son vivier de scénarios est en fait un travail que je commence simultanément avec les premières étapes. C'est-à-dire qu'à chaque moment, depuis le début de création de cette campagne, j'ai un document dans lequel j'écris toutes les idées que je vais avoir, toutes les pistes envisagées, et je me garde ça de côté. Peu importe si c'est pas énormément structuré, je note vraiment absolument tout. C'est important de le faire, mais je le place ici dans ce plan que je vous propose, parce que c'est en tout cas au moment où j'ai fait jouer ce premier scénario au maximum, c'est-à-dire que là c'est le moment le plus tard où placer cette étape-là, mais c'est un moment aussi intéressant, c'est-à-dire que maintenant vous connaissez vos personnages, vous connaissez, ils ont été un peu introduits au lore, vous voyez un peu comment ils se comportent dans l'environnement dans lequel vous l'avez posé, et ça va peut-être vous donner d'autres idées. Donc c'est vraiment le moment, moi je le mets ici, parce que je prends un temps juste après ce premier scénario, c'est-à-dire entre la première session, disons les 2 premières sessions, si jamais ce premier scénario dure plus longtemps que prévu. Je prends un moment pour regarder un petit peu ce que je peux proposer comme quête annexe, comme accroche, tout ce qui me vient. Alors, tout ne va pas forcément être utilisé pendant la campagne, mais ça va permettre d'aller piocher régulièrement dedans et de faire en sorte que finalement, cette campagne qui est au long cours, vous ne soyez jamais à court de scénarios, puisque vous allez pouvoir allègrement aller piocher dedans. Un jour où vous avez un creux, un blanc, vous ne savez pas trop quoi proposer, hop, vous allez dedans et vous piochez un scénario. Chaque scénario va venir enrichir l'histoire du joueur et ouvrir de nouvelles perspectives. Alors certes, il va y avoir des scénarios qui vont s'inscrire dans la résolution, dans le fil rouge de la campagne. Et d'autres où ça peut être des idées, des scénarios complètement qui n'ont rien à voir, qui leur tombent sur le coin du nez un petit peu sans qu'ils aient vraiment le choix, ou alors une accroche intéressante qui va les séduire et ils vont y aller. Et là, tout le jeu, quand on va passer à l'étape d'ouverture, un petit peu ce que j'appelle d'ouverture du monde, d'ouverture de la campagne, donc là je prends un petit peu d'avance sur ma partie d'après, ça va être de trouver un équilibre entre l'avancée de l'histoire globale qui donc va continuer à attiser la curiosité des joueurs et leur apporter au fur et à mesure de plus en plus d'éléments qui va nourrir ce fil rouge et qui va les garder en haleine, les tenir en haleine, et alterner avec des scénarios secondaires un peu plus légers ou différents ou qui n'ont parfois rien à voir avec la campagne, mais qui vont quand même nourrir le monde. Parce que ça va leur apporter une autre perspective, peut-être ils vont découvrir tout un autre pan du monde, ils vont découvrir d'autres PNJ, et en fait en leur mettant sur la route des scénarios qui n'ont rien à voir, en fait on va leur laisser l'opportunité de s'approprier d'autres aspects du monde, et puis de développer des connexions qui peut-être plus tard pourront resservir, ça pourra devenir des futurs alliés ou des futurs ennemis qui vont après venir s'intégrer à ce fil rouge, mais pas nécessairement. Mais c'est important, je trouve, d'avoir cet équilibre entre, on va dire, quête principale et quête annexe. Et ça, c'est quelque chose que je fais sur les longues campagnes et que, par exemple, je ne fais pas du tout sur mes mini-campagnes. La mini-campagne, on va être beaucoup plus centré sur l'histoire principale, sur le fil rouge. On n'a pas un temps infini, on n'a pas de temps à perdre. Et du coup, c'est vrai que je vais laisser peut-être moins cette liberté. Là, j'aime bien laisser mes joueurs vadrouiller, voguer de ci, de là et faire tracer leur propre route, en fait. Là, j'ai un peu empiété sur la suite et donc, on y vient. Ouvrir le monde. Lors de cette étape précédente du vivier, où vous êtes créé un stock de scénarios, un stock d'idées dans lequel piocher, surtout des moments par exemple où vous n'avez pas forcément d'idées, où vous voulez un truc un peu différent, vous avez votre stock de scénarios. Rien n'empêche que de nouvelles idées émergent et qu'elles vous semblent plus naturelles dans la continuité de l'histoire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais c'est bien que ce vivier, il existe. Vous l'avez commencé au moment où vous avez commencé à réfléchir à la campagne, et là, vous avez pris un moment pour le finaliser, le formaliser, et vous dire, bon voilà, j'ai un bon petit stock. Ici, normalement, vous avez une idée de la fin de la campagne. Là, normalement, avec le travail qui a été fait, la découverte des personnages joueurs, comment ils interagissent, les idées de scénario, etc., le lore que vous avez construit, normalement, à ce moment-là, vous avez déjà une idée de comment va se finir votre campagne. Alors, il peut y avoir plusieurs fins alternatives, mais normalement, vous en avez déjà une idée. Vous savez vers quoi va tendre votre campagne et les actions de vos joueurs.
toute façon, rien n'est figé, encore une fois, et je vous conseille vraiment de ne pas rigidifier cette partie-là. Le but dans une seule grande campagne, c'est que les joueurs aient un vrai impact et qu'ils sentent cette liberté. Donc ne fixez pas. Mais à ce moment-là, normalement, vous devriez garder en tête les fins que vous avez envisagées, la fin que vous avez envisagée, et vous dites que vous allez tendre par là. Je ne peux pas vous parler des piliers, parce que du coup, je suis sûre que mes joueurs vont avoir les oreilles qui traînent, et je ne veux pas leur gâcher ce plaisir. Donc là, je ne vais pas forcément vous donner d'exemple. Bref. J'ai un petit peu digressé, mais ça me semble important quand même de vous dire, voilà, à ce moment-là, vous avez cet objectif en tête, vous avez cette fin, vous la gardez en tête à chaque instant quand vous créez votre campagne. En général, mon rythme, c'est je crée à peu près pour 2 sessions d'avance. J'aime bien avoir 2 sessions d'avance. Entre chaque session, je relis la session qui est censée suivre. Je l'adapte en fonction des décisions de mes joueurs, si ça a eu un impact ou pas, je vais respécifier un petit peu mon scénario, mais comme je ne l'écris pas trop en avance, en fait, il est déjà normalement censé coller à la direction qu'ont pris les joueurs. Et puis, j'écris comme ça, j'affine mes 2 prochaines sessions. Donc comme ça, je suis un peu large. Hein. Voilà, si j'ai pas trop le temps de travailler après, bon, j'ai déjà pris un peu d'avance. S'ils vont plus vite que prévu, s'ils vont moins vite, et bah tant mieux, ça me fera 3 sessions au lieu de 2. Mais voilà. Je travaille à peu près 2 sessions d'avance. Et donc, je vais régulièrement piocher dans les scénarios du vivier pour aller créer ces nouveaux scénarios et ces nouvelles aventures sur leur route. Donc là, une fois qu'après, vous avez lancé cette première session, en tout cas ce premier scénario qui a servi de liant à vos joueurs, qui a servi d'introduction au monde et de liant, là, on passe à l'étape, donc dans l'entonnoir, ça fait comme un entonnoir, au début c'est très rapproché, ça peut même être un peu railroadé, et d'un seul coup ça s'ouvre. Donc s'ouvrir au monde, ça veut dire que là, d'un seul coup, on va les exposer au monde beaucoup plus. On va commencer à mettre sur leur route donc des factions, des PNJ, des choses qui vont nourrir leur univers et qui va surtout les forcer à prendre des choix. Là, on va commencer à les mettre vraiment face à une multitude de choix pour qu'ils commencent à créer leur impact sur l'univers. La partie d'ouverture du monde, pour moi, c'est la plus grosse partie dans une campagne au long cours. C'est la partie qui dure le plus longtemps, puisque là, moi, on y était encore. On vient seulement de rentrer dans la partie où je commençais à refermer. Donc la partie d'ouverture dure plusieurs mois, en fait. C'est là où on met tous ces fameux scénarios qu'on a pensés un petit peu en amont, on va leur proposer des choses un peu différentes, on va les faire rencontrer des factions, on va les faire faire des choix. Ils ont rencontré un PNJ qu'ils aimaient bien, et ben on va le faire réapparaître quelques sessions plus tard pour que les relations puissent vraiment s'approfondir et se nouer. À l'inverse, ils ont retrouvé un PNJ qui déteste, et ben peut-être qu'il va devenir un ennemi, il va décider de se venger, il va revenir lui aussi quelques sessions plus tard, etc. On va faire en sorte que nos joueurs s'imprègnent du monde, créent un vrai impact et aient des attachements réels, que ce soit à des lieux, à des factions, à des PNJ. C'est ça que je veux créer quand on fait l'ouverture au monde. On avance, on met régulièrement des scénarios qui font avancer le fil rouge, mais on n'hésite pas à mettre des scénarios annexes qui vont développer d'autres relations, d'autres choses qui peuvent venir se greffer après à l'histoire finale. L'ouverture au monde, on va proposer même parfois de développer des histoires un peu secondaires, sans perdre de vue le fil rouge, mais on va créer des histoires secondaires. Je me souviens notamment de mes joueurs sur une campagne précédente qui était la campagne de Terre des Astres, qui avaient perdu dramatiquement leur PNJ chouchou. J'en parle dans l'épisode sur la mort d'ailleurs si ça vous intéresse, mais voilà, le groupe avait perdu leur petit animal de compagnie, ils avaient perdu Widou. Et c'était suite à l'attaque d'une guilde d'assassins, la guilde de la Rose Noire. Et là, mes joueurs ont un peu vrillé, et le but de la campagne, pour eux, était à ce moment-là de renverser les pouvoirs en place et de rendre le pouvoir aux nains à qui il avait été volé. Et d'un seul coup, ils ont mis un peu, pas de côté, parce qu'ils l'avaient quand même en tête, hein, cette histoire, c'était important, c'était l'histoire du continent qui était en jeu, mais une de leurs priorités est devenue de détruire la guilde de la Rose Noire. Et ça a pris une ampleur dans le jeu qui était assez inattendue pour moi, mais c'était super, c'était hyper enrichissant parce que, oui, d'un seul coup, en fait, la campagne devient organique. Elle n'est pas artificielle, c'est pas un objectif fixé parce que oui, bon, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, d'un seul coup, les joueurs ont le choix, ils ont perdu un membre cher, ils se sont dit, nous, on veut détruire cette guilde. Ouvrir le monde pour moi, c'est laisser aux joueurs l'opportunité de faire ce genre de choix, de décider
de l'histoire de leur personnage et de la fresque qui est en train de s'écrire. Dans Les Piliers de l'Éther, encore une fois, reparlons par exemple de cette guilde de chasseurs de monstres, qui s'est retrouvée sur leur route suite à un scénario annexe qui n'avait absolument rien à voir avec le fil rouge de la campagne et leur objectif principal. Mais mes joueurs se sont retrouvés face à l'existence de cette guilde de chasseurs de monstres, ils ont eu l'air de s'y intéresser, j'ai remis cette guilde sur leur route, et là, ça y est, ils sont à une étape où ils se disent « Mais nous, en fait, ça nous intéresse vachement de faire partie de cette guilde. » Ils ont donc pris une mission annexe, et un de leurs objectifs annexes est de rentrer dans cette guilde de chasseurs de monstres. Et pourtant, ça n'a pas de rapport avec la quête principale. Je suis très contente de l'avoir mis sur leur route, ça c'est hyper intéressant. Donc c'est ce que j'appelle l'ouverture au monde et l'ouverture de la campagne. Et ça, je vous conseille de l'ouvrir aussi longtemps que ça vous semble nécessaire. Moi, je n'ai pas vraiment de nombre de sessions prévues sur une campagne, je n'ai pas vraiment de date prévue. Je sais que je pars sur une campagne au long cours, donc en général, je préviens mes joueurs que c'est environ 1 an, au minimum. Par expérience, en jouant tous les 15 jours, c'est à peu près cette durée-là qu'il me faut pour arriver à l'étape de fermeture de la campagne. Parce qu'en fait, cette étape de fermeture, je vais la décider quand j'estime que mes joueurs se sont assez investis dans le monde, qu'ils y ont assez pris part, qu'ils ont eu un impact assez important pour déclencher cette dernière étape. Donc qu'ils ont rencontré assez de PNJ, qu'ils ont noué assez de relations avec eux, qu'ils se sont assez investis ou non investis dans les factions d'ailleurs. Mais en tout cas, quand j'estime que ça y est, l'impact sur la campagne a été assez important et qu'il peut être intéressant de déclencher le climax, je décide de passer à la dernière étape qui est refermer la campagne. Ça y est, bravo, vous arrivez à la fin de cette campagne au long cours. C'est l'étape la plus gratifiante, c'est l'étape la plus excitante, en tout cas pour ma part, avec son lancement. On arrive au moment où on referme la campagne, et quand je dis referme, c'est comme un entonnoir inversé cette fois-ci, on va vers le climax. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que on ne se disperse plus, on ne met plus de scénario annexe, on reste sur les dernières étapes qui vont vraiment mener à la résolution et à la fin. Donc là, normalement, cette fois, on voit bien vers quoi les joueurs se sont dirigés. Donc on a vraiment une idée de la fin qui est beaucoup plus définie. Et donc on va leur mettre sur leur route ce qu'il leur reste à accomplir pour aller vers cette fin, ce climax. Et en même temps, c'est le moment où on commence à résoudre les différentes quêtes ou les différents scénarios, les différents axes qui ont été développés et qui n'étaient toujours pas résolus jusque-là. Donc c'était fait un peu d'entonnoir. On résout, mais on n'ouvre plus d'autres choses, on n'ouvre plus de nouvelles choses. Et une fois qu'on a résolu un petit peu tout ce qui pouvait être résolu sans que ce soit artificiel, c'est-à-dire en étant toujours sur la route des joueurs, on a ensuite cette espèce de voie royale, la dernière ligne droite, qui les mène à la résolution. Ce moment de résolution, ce moment de climax, il doit être puissant. Là, on y met tout. Et c'est là où tout ce qui s'est passé dans la campagne précédemment, au moment de l'ouverture, va prendre toute son ampleur. Je vais vous expliquer avec un exemple qu'il s'est passé sur Terre des Astres. Mes joueurs avaient passé plusieurs mois, au moment de l'ouverture du scénario, à parcourir ce monde. Ils s'y étaient fait des alliés, des ennemis, avaient changé de faction en cours de route, avaient mis tout un plan en place parce que ça y est, on était dans le moment de fermeture, donc ils se rapprochaient de ce climax, il y allait avoir une guerre sur le continent, ils avaient un des dirigeants, une semi-divinité qui les épaulait, et puis ils avaient des PNJ qu'ils avaient adoptés, qu'ils avaient décidé de laisser de côté et de les confier à quelqu'un d'autre parce que c'était dangereux et leur avaient promis de revenir après la guerre. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai pris en compte pour cette fin et qui d'un seul coup vont se révéler et faire monter narrativement et émotionnellement un petit peu la sauce. Bon, coup de génie, de folie ou de sadisme, il se trouve que mes joueurs étaient en route pour aller retrouver les gens qu'ils désiraient soutenir lors de cette guerre, avec un enfant qui était très important pour la campagne, et donc les voilà qui voyagent à toute vitesse vers les côtes pour prendre le bateau. Et j'ai mis sur leur route une auberge. Et là, c'est vrai que j'avais un petit peu mis tout en place pour qu'ils aient envie de s'arrêter dans cette auberge. Il pleuvait, c'était la tempête, et il y avait le gamin avec eux qui grelottait de froid. Donc quand ils ont vu les lumières de l'auberge, ils ont décidé de s'arrêter immédiatement. Sauf que, à ce moment-là,
mes joueurs étaient un petit peu méfiants. Peut-être que je leur avais posé beaucoup de difficultés pendant la campagne, c'est possible. Toujours est-il qu'ils n'ont même pas passé une tête. Ils se sont dit « Oh, ça pue cette auberge au milieu de nulle part alors qu'il pleut, etc. Dormons dans l'écurie. » Cette auberge était maudite en fait, voilà ce que j'avais un petit peu imaginé dans ma tête. Et une semaine, n'importe quoi. Reprenons. Ni un an, ni un mois, non. 1 heure passée dans cette auberge, j'estimais que c'était 1 an à l'extérieur. Parce que cette auberge maudite, en fait, popait à différents endroits de la map aléatoirement, était maudite depuis des centaines et des centaines d'années. Et s'ils avaient passé la tête à l'intérieur, j'avais prévu de nombreux indices pour les mettre sur la voie, ou en tout cas leur signifier que quelque chose clochait. Par exemple, des vêtements complètement désuets ou des choses complètement anachroniques par rapport à leur époque, parfois même des langages qui n'étaient plus parlés, enfin voilà, des choses qui, en disant, tiens, c'est bizarre, il se passe quand même des choses. Sauf que, méfiants, ils ont refusé de mettre les pieds dans la salle principale de l'auberge et se sont couchés sans rien dire dans les écuries. Résultat, ils ont pioncé 10 heures, 10 ans étaient passés quand ils sont sortis de l'auberge. Alors, moi, c'était du pain béni en tant que MJ. J'espérais bien qu'ils y passent quelques années. Et je m'étais fait d'ailleurs des notes pour me dire, bon bah voilà, s'il reste 3 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, ça veut dire 3 ans, 5 ans, etc., etc. Voilà ce qui se sera passé à l'extérieur. Et les conséquences n'étaient pas les mêmes. Là, ils sont tombés dans le pire des cas pour eux, mais qui pour moi était vraiment l'occasion de montrer la résultante de toutes les actions qu'ils avaient mis en place pendant la campagne. D'un seul coup, je pouvais vraiment montrer l'impact qu'ils avaient eu sur le monde avec ce recul de 10 ans. Alors là, c'était la catastrophe pour eux. Ils se sont réveillés, la guerre avait déjà eu lieu, leur camp avait perdu, les personnages qu'ils avaient laissés de côté en disant « Bah oui, ne vous inquiétez pas, on va revenir bientôt », mais en fait, ils s'étaient sentis trahis. Du coup, ils se sont alliés avec les ennemis. Et quand ils sont arrivés vraiment au champ de bataille à la fin, quand ils ont décidé finalement, il y a eu quand même un conflit, il s'est produit un nouveau conflit, et ils se sont retrouvés sur le champ de bataille face à leurs anciens alliés. Vous voyez, c'est vraiment... ça, c'était puissant narrativement parlant. Là, on crée de l'émotionnel, et d'un seul coup, c'est vraiment la quintessence de tout ce qui s'est passé de la campagne. Donc ça, c'est grâce à cette période d'ouverture qu'on va, lors de la période de fermeture, pouvoir réinjecter tout ce qu'on aura engrangé en informations sur l'impact des joueurs, etc. Donc ce climax et cette fermeture doivent rassembler tout ça. Oui, ça doit résoudre l'objectif de la campagne, mais ça ne doit pas être un énième scénario de la campagne. Ça doit être l'explosion, la finalité. Voilà. Et c'est là où je trouve on crée un vrai sentiment d'aboutissement chez les joueurs, et puis en tant que MJ aussi, d'un seul coup, bon bah voilà, on a résolu le monde, on a résolu ce qu'on avait envie de proposer à ce moment-là. Alors voilà, moi c'est comme ça que je crée mes campagnes au long cours. C'est une manière complètement différente de créer un OS ou une mini-campagne, mais c'est la manière pour moi qui me semble la plus satisfaisante. Je finis néanmoins cette campagne au long cours en général par, alors ça peut prendre une demi-heure, 1 heure, voilà, mais un moment de pur RP, il peut y avoir quelques lancers mais ça reste anecdotique, où les joueurs survivants, je leur dis bon bah voilà, qu'est-ce que vous faites suite à ça ? Comment continue votre vie après ces événements-là ? Peut-être qu'ils ont perdu des amis, des joueurs, peut-être qu'il y en a qui étaient à l'article de la mort, pour au moins avoir quand même ce sentiment de finalité et de point, et pas « bon bah voilà, vous avez battu le méchant, super, et c'est terminé ». Là, par exemple, je reprends à nouveau du coup la campagne de Terre des Astres, suite donc à ce combat sur le continent pour finalement l'avenir du continent. J'avais un de mes joueurs qui était condamné. Il le savait depuis plusieurs sessions maintenant parce qu'il s'était coupé avec un artefact magique qui, en fait, si tu étais touché et que tu ratais ton jet de sauvegarde, en fait, la blessure ne se refermait jamais complètement. Donc il s'était coupé au doigt, en plus c'était ridicule, mais du coup, il perdait 1 PV par jour. Mais définitivement. Donc il savait qu'il était condamné à terme. Donc lui, il avait voulu en plus que tout aille très vite, que le combat aille vite, parce qu'il savait qu'il perdait en force petit à petit. Donc quand on est arrivé à la fin du combat, à la fin vraiment du scénario en tant que tel,
J'ai dit, voilà, qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie, de ce qui te reste? Et lui, il est retourné rechercher un PNJ duquel il était très amoureux, il s'est installé avec elle, et puis il l'avait pas dit à ses amis. Mais je crois que justement, Elérina, dont j'ai déjà parlé, vous le retrouverez sûrement dans un autre podcast, alors je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir ces podcasts, mais dans le podcast sur la mort, je parle déjà du personnage d'Elérina. Elle a décidé de sauver, sans rien lui dire, ce personnage-là. Donc ce moment de RP, elle a dit, mais moi en fait, ce que je fais, c'est que tout de suite, je vais rentrer en contact avec mon patron, avec qui j'ai déjà passé un pacte, et je vais passer un nouveau pacte qui va me condamner à la place de Jericho. D'un seul coup, voilà, c'est pas parce que la campagne est terminée qu'il n'y a plus de narration à faire. Puisque la fin de la campagne, c'était finalement Elérina qui part sur les flots et elle s'est retrouvée au milieu des flots et elle s'est laissée mourir là puisqu'elle avait fait ce pacte-là. Et de l'autre côté, le personnage qui s'attendait à mourir n'est jamais mort, a reçu une lettre laissée par Elérina, bouffé par la culpabilité, a lui-même décidé de passer un pacte avec la même entité pour réclamer vengeance. Alors je ne sais pas exactement quel était son plan, je me souviens plus, mais voilà, on s'est retrouvé avec un personnage qui lui-même passe un pacte. Finalement, il a eu des gosses alors qu'il ne devait pas en avoir avec la fille avec qui il s'était mis, et il l'a d'ailleurs appelée Elérina, et la deuxième, il l'a appelée Myria, un autre personnage qui était mort pendant la campagne. Et ça, c'est comme un film qui se déroule devant ses yeux, et ce serait dommage de se priver de ce moment-là. La fin de la campagne, parfois, j'ai l'impression que ça peut être très abrupt. Bon, voilà, le scénario, il est terminé, vous avez fait ci, vous avez fait ça, et vous vivez votre vie. Et non, et qu'est-ce qui se passe derrière? Comment vous voyez la vie de vos personnages, s'il y en a? Et le drama continue. Et c'est des choses dont on se souvient, enfin en tout cas moi je m'en souviens des années après. Et j'espère que eux, ça a le même impact. Donc ne pas négliger ce passage en RP pour avoir une vraie belle conclusion à la campagne. Ça y est, on a fait le tour un petit peu de ces grandes étapes qui sont pour moi importantes lorsque l'on crée une campagne au long cours. Pour résumer, nous avons en étape numéro 1 l'idée et la couleur. En étape numéro 2, la broderie, c'est-à-dire on jette les bases du monde à partir de cette idée principale en gardant en tête sa couleur. La session 0 avec la création de personnages qui permet aussi d'enrichir le monde et de commencer à créer ses scénarios dans sa tête avec des accroches, etc. Puis la création des factions qui finissent de structurer votre monde, votre univers, tout en se réservant le droit de créer de nouvelles factions avec un peu d'émergence durant la campagne. Le lancement et la création des liens avec un premier scénario qui permet de tout doucement lancer nos personnages dans notre univers et de commencer à se faire un petit peu à la psychologie des personnages. Le moment des viviers de scénarios où, si on n'avait pas encore une fin un peu envisagée, on commence à penser à la fin que l'on estime la plus appropriée et on la garde en tête, tout en se créant un stock de scénarios dans lequel aller piocher tout au long de la campagne. Puis on a vraiment la campagne en elle-même, c'est-à-dire l'ouverture au monde, les scénarios annexes, et là avec une création pour ma part à un rythme de 2 sessions, voilà, j'écris pour 2 sessions en général. Vient enfin la fermeture qui mène au climax, qui doit être la quintessence de tout ce qui a été fait avant. Les choses doivent se résoudre petit à petit et aller vers cette explosion finale. Et enfin, la conclusion RP, la conclusion qui n'est certainement pas à négliger puisqu'elle apporte le point final, la dernière saveur, c'est le bonbon à la fin de la campagne, c'est l'aboutissement de tout. J'ai bien conscience que ce podcast est déjà très long et pourtant je voudrais rajouter quelque chose. Cette notion de fil rouge qu'on a abordé plusieurs fois, enfin que j'ai évoqué plusieurs fois dans ce podcast sans m'y attarder, ça pourrait être un sujet en soi. Mais ce fil rouge de cette campagne, il n'y a pas vraiment de partie qui lui est consacrée parce que pour moi, il émerge un peu tout seul. Alors soit vous pouvez partir d'une idée. Au moment où vous commencez à broder, dès les premières étapes, vous avez peut-être déjà une idée de ce fil rouge que vous voulez instaurer. Peut-être que ça va naître pendant la création du lore. Peut-être que ce fil rouge va émerger naturellement lors de la création de personnages ou au moment du vivier. En tout cas, il n'y a pas de moment précis où l'avoir. L'important, c'est de le trouver, de l'attraper et de s'y tenir pour en faire en sorte que ce soit finalement le liant,
le lien commun à toute cette campagne qui va porter la campagne. Mais il peut arriver aussi très tard. Il peut arriver au moment même de l'ouverture de la campagne. Vous pouvez tout à fait lancer votre campagne sans avoir ce fil rouge. N'ayez pas peur de faire ça. Lancez-vous, il va émerger à un moment plus ou moins naturellement. Et peut-être qu'il va émerger pendant l'ouverture de la campagne. Peut-être que ça fera déjà 5 sessions que vous jouez. Et d'un seul coup, pouf, ce fil rouge, c'est une évidence. Et là, ça y est, vous allez pouvoir vraiment vous lancer avec une direction un petit peu plus précise. Après, on aime, on n'aime pas, on est plus ou moins structuré. Moi, une fois que j'ai mon fil rouge, effectivement, je fais quelque chose de très très cohérent, avec beaucoup de fusils de Tchekhov, de choses cachées qui vont prendre toute leur importance à la fin. Ça, c'est une question de goût et de couleur, mais parfois, je sais qu'il y a des gens qui sont effrayés de lancer leur campagne parce qu'ils n'ont pas cette idée, parce qu'ils n'ont pas ce fil rouge, ils ont l'impression que ça ne durera pas le temps que eux ils souhaitent, mais ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance en fait. Car peu importe la philosophie que vous appliquez à votre campagne, que vous soyez quelqu'un qui veut penser en amont ce fil rouge ou que vous le laissiez émerger, il faut bien comprendre que plus vous allez attendre pour faire émerger ce fil rouge, plus finalement ça va être organique. Il va naître des actions de vos joueurs et donc il va naître naturellement. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait l'autre. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas de mauvaise solution. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Plus vous allez le penser tôt, plus vous pourrez avoir de clins d'œil à la fin ou mettre déjà des indices dès le début et qu'à la fin les joueurs peut-être se diront « Waouh, mais c'est incroyable, depuis le début c'était pensé ». Et plus vous allez tarder à laisser émerger ce fil rouge, à le trouver, et plus finalement il va être lié organiquement à vos joueurs et à leurs décisions, et plus les joueurs auront l'impression d'avoir vraiment décidé et créé cette campagne avec vous. En fait, c'est un petit peu ça le propos que je voulais avoir dans ce podcast. C'est, pour résumer finalement ce podcast que d'une heure en simplement 10 secondes, ce serait souplesse et confiance en soi. Souplesse, parce que comme vous l'avez vu, je pense qu'il ne faut pas de rigidité, il faut se laisser l'opportunité d'intégrer de nouvelles choses, de faire varier des choses qu'on avait des fois prévues depuis longtemps, d'apporter de nouvelles choses, de rebondir sur les idées des joueurs, donc pas trop de rigidité. Et d'autre part, confiance en soi, parce que je réalise bien que ça peut être un exercice qui fait peur, en fait. Je vois bien que pour certains MJ, avoir d'un seul coup se dire « je vais mener une campagne qui va durer 1 an et demi », ça peut être impressionnant. Et en fait, s'il y a une chose que vous devez retenir de ce podcast, c'est « faites-vous confiance ». Vous n'êtes pas obligé d'avoir écrit l'intégralité de votre campagne au début. Vous n'êtes pas obligé de, dès le début, savoir où vous voulez aller, où ça va vous mener. Dans tout le long de ce processus créatif, vous allez avoir des opportunités de trouver ce fil rouge. Il va apparaître de lui-même quelque part. Si vous écoutez vos joueurs, si vous commencez à appréhender votre univers et à vous faire confiance, ne vous inquiétez pas. Comme vous avez pu le voir, franchement, on peut lancer même une première session sans avoir l'idée de ce fil rouge. N'ayez pas peur, il faut simplement se lancer et vous verrez que la suite va s'écrire toute seule. Créer une campagne, ce n'est pas écrire un roman. C'est poser un cadre, semer des graines et regarder vos joueurs les faire pousser dans des directions parfois totalement inattendues. Laissez vos idées respirer, acceptez l'imprévu et rebondissez sur les idées de vos joueurs. Et vous, quelle est votre méthodologie ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre architecte ou laissez-vous plus de place à l'improvisation ? En tout cas, laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans un autre podcast ou à poser vos questions. Merci de m'avoir écouté. C'était Chablabla pour Enrôle Libre et souvenez-vous, la meilleure façon de jouer, c'est celle qui vous rend heureux.